Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet, je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de Et maintenant. Je vous préviens, la question du jour est rude. Les scientifiques, dont un mathématicien comme David Bessis, nous dit on a la certitude que le monde que l'on connaît ne peut pas continuer comme ça. Notre présent ne peut pas se projeter dans l'avenir. C'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, pour m'aider à porter le poids de cette incontournable question que seul le déni ambiant apaise, j'ai appelé à mon aide deux de mes amis. À l'image de la célébrissime photo de la table ronde des trois vieux sages Brel, Brassens et Ferré, refaisant le monde en 1969, nous avons pris le risque de partager nos idées, nos convictions, nos sentiments et pressentiments sur les mauvais temps qui viennent. Jean-Louis Lavergne et Frédéric Soussin sont deux altruistes, c'est-à-dire deux personnalités tournées vers les autres. Et après une vie passée dans le monde de l'entreprise, ils mettent leur expérience au service des autres, des jeunes en particulier, dans différentes actions nationales et internationales. Pour lancer la discussion, Frédéric, qui a la plume et le clavier facile, nous propose de lire un texte qu'il a écrit pendant le premier confinement. C'est un texte que j'ai pas relu, mais que j'ai écrit il y a 2 ans à peu près. Et qui, à mon avis, Avant la Covid. au début de la Covid. Intéressant. Nous y avons été un petit peu forts. Lorsque nous sommes nés, dans les années qui ont suivi cette seconde guerre si traumatisante, nos parents n'avaient qu'une seule idée en tête: nous rendre heureux malgré les fantômes qui les hantaient. Et ils ont tout fait pour nous faire vivre une vie de rêve, une forme de matérialisme post-traumatique. Et ils y ont bien réussi. Nous avons pris l'habitude de manger de la viande à tous les repas, de consommer du sucre sous toutes ses formes, de penser que demain serait forcément mieux qu'aujourd'hui, de consommer pour exister. Nous y avons été un petit peu forts. Se sont ouverts à nous des horizons infinis et radieux, et nous avons joué le jeu de l'école débilitante qui nous apprend à être meilleur que son voisin, jouer le jeu des études supérieures arrogantes qui nous permettent de trouver une place au chaud en haut de la pyramide, jouer le jeu du travail d'abord, nouveau dieu de nos réussites chimériques, jouer le jeu de la famille idéale en procréant et nous laissant happer par un quotidien saturé qui nous a amenés à foirer quelque peu notre mission de transmission. Nous y avons été un petit peu forts. À nos enfants, nous avons transmis ce que nous avions appris et qui nous avait apporté jusqu'alors une vie si douce. Nous les avons protégés, nous les avons surnourris, nous leur avons inculqué le mythe de la réussite sociale et professionnelle, nous les avons recouverts de cadeaux, nous les avons ensevelis dans le monde de la consommation exacerbée. Et malheureusement, nous avons omis de leur transmettre l'essentiel, peut-être parce que ne nous l'avait jamais expliqué, et nous avons fabriqué des générations d'humains avec une intériorité amoindrie et une compréhension des évidences naturelles quasiment nulle. Nous y avons été un petit peu forts. Nous avons consommé à outrance, roulé à outrance, volé à outrance, investi à outrance, emprunté à outrance, et tout cela aux frais de la princesse, si j'ose dire, aux frais de Gaïa, qui n'osait rien nous refuser. Jamais notre sentiment de puissance ne fut aussi grand. Convaincus que nous étions, que la science pouvait tout, et que nous étions supérieurs à la nature, conformément aux préceptes des principaux monothéismes. Nous nous sommes autorisés à tout faire sous prétexte que la science trouverait bien une solution pour réparer les dégâts. Seulement voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Voilà bien longtemps maintenant que des signaux alarmants nous parviennent, que des pans entiers de la nature disparaissent, que des inégalités atteignant des dimensions indécentes, que le bonheur factice des uns se bâtit sur le malheur réel des autres, et le mur s'approche de nous à très grande vitesse. Incendies, pandémies, disparition d'espèces animales, fonte des glaces, pollution, hyperconcentration urbaine, massacre de terres arables, autant de signaux qui devraient nous alerter et qui se confrontent au déni populaire ou encore pire, au déni populiste qui préfère se gaver de séries et de hamburgers. L'époque qui s'ouvre ne va pas être simple.
Quand une civilisation chute, elle emporte avec elle beaucoup de ceux qui en ont été les complices, actifs ou passifs. Nous entrons donc dans un moment de chaos qui clôturera cette civilisation et qui en précédera une autre que l'on espère plus éclairée. Or, s'il y a bien une chose à laquelle nous ou nos enfants sont mal préparés, c'est bien la gestion du chaos. Cela ne s'achète pas, ne se sous-traite pas, ne s'externalise pas. Cela doit se vivre du plus profond de nous-mêmes et devient une épreuve de vérité où notre capacité de résilience va être mise à rude épreuve. Et bien maintenant, nous allons y aller très fort. Nous, génération de l'après-guerre, bénéficiaires de ces décennies d'insouciance, le temps est venu pour nous de nous mettre au boulot, de faire tout pour sauver ce qui peut l'être. Nous devons délibérément tourner le dos à ce qui nous a corrompus et rassembler nos forces pour protéger au mieux nos descendants. Nous devons leur apporter l'éducation qu'ils n'ont pas eue, l'affection que nous n'avons pas eu le temps de leur donner, l'écoute que nous n'avons pas pu avoir. Nous allons mettre des bouchées doubles pour leur apporter les moyens de mieux vivre l'impensable, de mieux imaginer l'inimaginable, de garder l'équilibre dans un environnement qui vacille, de faire que, par eux, l'humanité perdure. C'est maintenant notre mission et il n'y a pas un instant à perdre. Merci Frédéric, je crois Ah ben que ouais. tu as planté le décor. Et maintenant, voilà, Oui, vraiment. maintenant, si on accepte ça, si on accepte que l'étape dans laquelle on est, c'est l'épreuve de vérité, c'est-à-dire l'épreuve du chaos inévitable entre deux réalités qui se suivent, quoi. Quelque part, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une civilisation s'arrêter en douceur, quoi. Ni on n'a jamais vu une civilisation se remettre en cause et se modifier au point qu'il y avait un retour en arrière. Donc quelque part, on a toujours vu des civilisations s'effondrer, quoi. Et aujourd'hui, on peut dire que quelque part, on est à un moment d'effondrement. Et si on accepte ça, la préoccupation, bien sûr, peut être d'inventer la suivante, mais la priorité, c'est quand même de mettre en place les moyens je dirais, de mieux vivre le moment d'effondrement qui va se dérouler et qui se déroule, quoi. Cette évidence de l'effondrement n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Oui, alors c'est vrai, mais il y a quand même une sémantique derrière qui, personnellement, moi, me gêne un peu. C'est que la sémantique du chaos, c'est-à-dire que c'est la sémantique du chaos, ça veut dire quand même un arrêt brutal, incontrôlé et dont des conséquences sont totalement imprévues et incertaines, avec aucun ordre établi, et donc effectivement chaos égale désordre. Oui. Et pourquoi je dis la sémantique parce que c'est un prérequis dans ta démonstration, autant je partage vraiment tout ce que tu as dit, parce que je me suis retrouvé dans cette génération que tu décris, et dans nos excès, c'est vraiment bien dit, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais après, dans une deuxième phase, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est pourquoi est-ce que c'est un chaos, pourquoi ça serait un chaos, et non pas juste une évolution, et dans le choix des mots, c'est quand même important de Très choisir. important. Et puis la deuxième chose, c'est là plutôt une question que je me pose, c'est qu'on s'est arrogé le droit de dire, surtout à notre âge, on est dans une logique de transmission. On a toujours été dans une logique de transmission, puisque tu parles de nos enfants, tu parles indirectement des tiens, mais tu parles aussi des nôtres, où on s'est donné une mission d'éduquer nos enfants. Et puis maintenant, vu notre âge, on se dit, et tu dis dans ton texte, quelque part, tu sous-entends qu'on aurait encore une mission vis-à-vis de ces enfants. Et qu'est-ce qu'on va leur dire maintenant, après tout ce qu'on ne leur a pas dit, ou peut-être ce qu'on a omis de leur dire. Et ma question, c'est, est-ce qu'on a une mission dans cette affaire? Après tout, nous, on s'est démerdé avec ce qu'on avait. Sûr, certainement, mais nos parents n'étaient pas très non plus, nous inculquer un certain nombre de choses, mais ils n'étaient pas du tout préparés pour rentrer dans le monde économique tel qu'on l'a vécu. Moi, mon père, il avait fait plutôt de mauvaises affaires dans un monde qu'il ne connaissait pas du tout, parce qu'il s'était lancé dans un truc qu'il ne connaissait pas, qui était le business. Moi, il m'a balancé dans le business, mais il n'y connaissait rien du tout, en fait. Donc, il ne nous a pas tellement préparés. Il nous a dit, vous vous mettez là-dedans, et puis vous allez bien voir ce qui vous passe. Et nous, on a appris à nager quand même dans les piscines. Alors, la question qui me préoccupe, c'est de dire, est-ce qu'on a, vis-à-vis de nos petits-enfants, vis-à-vis de nos enfants, même s'ils ont encore 40 ans, parce que ce sont eux qui sont les plus inquiets, les petits-enfants ne sont pas encore inquiets, mais ils pourraient bien l'être à travers l'inquiétude de leurs parents. Est-ce qu'on a réellement une mission?
c'est peut-être pas si sûr. En tout cas, je voudrais que ça se discute. Parce que dire qu'on a une mission, ça voudrait dire que nous, on a une responsabilité et on se valorise derrière ça. Après tout, est-ce que c'est une mission que l'on a? Donc voilà, sur ces deux mots, sur la sémantique, moi, je trouve que parler de chaos, c'est déjà être négatif, je trouve. Et c'est pas sûr que ça soit un chaos. Donc il faudrait bien décrire, c'est intéressant de discuter là-dessus. Est-ce que le mot chaos est le mot choisi? Cette première intervention de Jean-Louis pose bien les termes du débat. Chaos or not chaos. Et il affirme son souci des enfants, de la transmission. Je vais te donner un exemple pour te demander si tu appelles ça du chaos, quoi. Il y a 3 semaines, il y a 150 personnes qui se sont mises en grève, d'accord, dans des raffineries, et qui ont fait que 30 à 40% des stations à essence se sont arrêtées, quoi. Et qui fait que des mecs se sont mis sur la gueule dans les stations à essence pour pouvoir avoir le droit d'aller charger leur truc. Est-ce que ça, t'appelles ça du chaos? Ben, je ne sais pas, mais comme souvent on dit, c'est pas vraiment nouveau. C'est-à-dire dans les années, les mines de charbon, quand il y avait des grèves, hein, tu as vu Germinal, c'était pareil. Sauf qu'entre les deux, il y a eu effectivement la mondialisation, il y a eu la généralisation des... Bon. Justement, la grande différence, c'est qu'il a été un moment où des conflits étaient des conflits qui avaient une incidence locale. Là, tu vois que 140 personnes créent un bordel national déjà. Alors, je ne te parle pas d'autres types de conflits qu'on pourrait regarder ou imaginer, où quelques milliers de personnes peuvent mettre le bordel au niveau mondial, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le chaos, il a une capacité à se répandre beaucoup plus rapide, dans la mesure où on dépend d'un certain nombre de choses. On repose sur des fils qui peuvent être coupés assez rapidement. C'est ça qui est différent. La résilience, c'est aussi un sous-produit du niveau de sophistication de l'édifice sur lequel on est. On est sur un édifice très fragile aujourd'hui. On voit bien que le désordre, par exemple, énergétique, pour parler de celui-là, ou le désordre agricole qui est en train de se faire sur la planète, etc., fait que peut-être que demain, il y aura des problèmes d'approvisionnement dans un tas d'endroits, chez les plus pauvres peut-être avant les autres, mais peut-être ailleurs, parce qu'il y aura des problèmes logistiques à d'autres endroits. Pour moi, le chaos, c'est pas un gros mot, et je sais que j'ai toujours beaucoup de difficultés à accepter que les gens discutent du mot chaos, parce qu'ils disent c'est un mot brutal, mais c'est pas un mot brutal. La brutalité, c'est la vie, quoi. La vie, c'est qu'il y a des choses qui arrivent qui sont pas prévues, et quand elles sont pas prévues, elles remettent en cause tes habitudes, et quand elles remettent en cause ton habitude, c'est le chaos. C'est-à-dire quelque part, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Le chaos, c'est une difficulté provisoire à gérer, une difficulté non prévue à interpréter et à dominer, quoi, d'une certaine manière. C'est que ça. On pourrait rapprocher chaos de crise. Oui. Mais on dit toujours que dans crise, il y a à la fois pour les Chinois, il y a chance dans le mot crise. Dans le mot chaos, je crois qu'il n'y a pas de chance du tout. Dans le mot chaos, il y a rupture d'un système logique qui est remplacé par rien momentanément, qui va se remplacer par quelque chose. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. C'est-à-dire que dans le mot chaos, il y a fin d'un truc violent et naissance d'un truc qui va être peut-être 10 fois plus brillant que le truc qui vient de se terminer. Donc quelque part, c'est aussi crise, et c'est aussi comme dans crise, il y a à la fois un aspect négatif et un aspect très positif. Le chaos, c'est seulement l'étape dans laquelle tombe quelque chose et se crée quelque chose. C'est-à-dire que le moment où il y a ce changement de logique radicale. Et aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que s'il n'y a pas un changement de logique radicale dans nos fonctionnements, on va au-devant de gros ennuis. Donc, le changement de logique radicale, c'est forcément, peu ou prou pour les uns ou pour les autres, en fonction de nos éducations, en fonction de nos besoins, une forme de chaos, quoi. En tout cas, on va le percevoir chacun comme une forme de chaos, quoi. Jean-Louis a dit, est-ce que c'est à nous, en fait, d'apprendre à nos enfants à gérer cette situation nouvelle? Nous, on a fait ce qu'on a pu, et puis maintenant, c'est un peu à eux, de la même façon que nous, que même, disait-il que moi, je me suis débrouillé pour nager dans un monde, alors que mon père n'avait pas bien compris le mode d'emploi du modèle. Mais je crois que la grande différence, c'est que ton père, et c'est pas par hasard que tu es rentré dans les affaires, ton père t'a indiqué le milieu dans lequel il fallait aller et dans lequel il croyait.
que lui, personnellement, il ait eu des difficultés pour apprendre les règles, il a considéré que c'était son problème, mais que toi, il t'a donné la confiance de dire, toi, Jean-Louis, tu vas être plus intelligent que moi, tu vas savoir te débrouiller là-dedans. Et parce que c'est le bon élément, c'est là qu'il faut être. Or, je crois que maintenant, nous sommes tous les trois très embarrassés pour dire à nos enfants, c'est là qu'il faut être, parce qu'on n'en sait rien. Moi, je trouverais la métaphore qui correspond au moment dans lequel on est, quoi, c'est que nos enfants sont en train de jouer, entre guillemets, nous avons l'œil rivé sur la voie ferrée et on voit un train arriver à grande vitesse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pousse nos enfants pour pas qu'ils aillent sur la voie ou est-ce qu'on les laisse continuer à jouer au risque éventuellement qu'ils aillent sur la voie? Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où je crois qu'on est dans une génération qui peut comprendre que le chaos est là. Alors que la génération de nos enfants ne peuvent pas l'entendre, ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils sont pris dans leur vie et que leur vie leur donne une espèce de, je dirais, d'opacification par rapport à la réalité qui fait que ils s'en sortent, ils se démènent, etc. Et donc, quelque part, ils ont cette difficulté à remettre en cause. Ils ne peuvent pas remettre en cause ce dans quoi ils sont engagés. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est dégagé de cette chose-là. Donc, ce qui nous permet d'avoir peut-être un tout petit peu plus de distance et peut-être un tout petit peu plus de hauteur. Donc, ce qu'on leur doit, c'est on leur doit au moins assistance. On ne leur doit pas forcément éducation, parce que c'est déjà fait. Mais on leur doit assistance pour leur dire, voilà, j'ai pensé, enfin, pour essayer de les aider dans des circonstances dans lesquelles on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Mais on sait que ces circonstances vont être forcément assez tumultueuses, quoi. C'est là où je crois que on peut pas s'exonérer de responsabilité, quoi. Et Frédéric, alors, qu'est-ce qui dans ton histoire peut être encore sauvable et peut être encore utile pour tes enfants? Moi, je crois on en parlait ce matin, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui est sauvable, c'est ici et maintenant, quoi. Dans une période de chaos, on peut difficilement se sauver par l'avenir, quoi. On peut se sauver par le présent. C'est-à-dire comment on fait pour que le présent soit acceptable. Comment font les Ukrainiens aujourd'hui pour arriver à trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont harcelés de difficultés les pires qu'on puisse imaginer, etc. Eux, ils sont dans un chaos au quotidien, quoi. Donc là, il faut apprendre à vivre au quotidien, quoi. Si eux, ils apprennent pas à... Alors bien sûr, il faut avoir une motivation profonde, mais il faut aussi avoir cette capacité à dire, c'est un événement, mais je vais le surmonter, quoi. Donc c'est comment retrouver place dans notre ici et maintenant, quoi. C'est une des pistes, en tout cas, qui me semble intéressante à explorer, quoi, les uns et les autres, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, on a tous fonctionné avec des projections, avec des rêves, avec des utopies, avec des choses extraordinaires qui nous ont amenés très haut et à des endroits magnifiques et qui auraient été magnifiques si on les avait atteints. Là, je crains qu'aucun rêve nous permette de supporter 15 degrés dans la maison, quoi. Donc c'est pas ça qui est le problème, quoi. Donc par exemple, aujourd'hui, quand je regarde l'architecture moderne, il y a des chiffres que je connaissais pas, mais on a vu qu'en 50 ans, un Français est passé de 20 mètres carrés à 45 mètres carrés d'utilisation. Donc c'est 20 mètres carrés à chauffer, 45 mètres carrés à chauffer, par exemple, quoi. Donc c'est vachement différent. Donc ça veut dire quelque part, aujourd'hui, c'est comment apprendre à fonctionner avec beaucoup moins de moyens, quoi. Donc cette fameuse, je dirais, déconsommation ou fonctionnement différent. Si on commence pas à s'entraîner, on va avoir des grandes surprises quand les choses vont arriver, quoi. Pour prendre que cet exemple, parce qu'il y a là plein d'autres qui vont arriver, quoi. Apprendre à manger différemment, quoi. Enfin, je dirais, c'est croire qu'on aura de la bouffe à foison pendant les 20 ans qui viennent. Il faut peut-être se poser des questions, quoi. Il faut peut-être se dire, peut-être pas si évident que ça, quoi. Donc comment on fait pour fonctionner autrement, quoi? Comment on fait pour affronter les événements avec plus de sérénité? Comment on fait pour muscler notre résilience? Comment on fait, comme disait un auteur américain, pour devenir antifragile? C'est-à-dire pour faire que chaque épreuve du chaos nous rende plus forts et non pas nous amoindrisse. Au lieu de se faire diminuer, on va se faire augmenter, quoi. Et dans la nature, c'est ce qui se passe, hein. Chaque fois qu'on est confronté à une épreuve où on doit faire un effort, on se rend compte qu'on monte d'un cran en termes de possibilités, quoi. Donc c'est ça, c'est un des enjeux qui nous est posé aujourd'hui. Mais je pense qu'on est les mieux placés, à la fois pour prendre conscience de la gravité du moment et pour éventuellement aider les autres à peut-être passer ce moment. C'est l'hypothèse que je fais, quoi. Pour moi, ce qui s'est passé dans les raffineries, ce n'est pas du tout du chaos.
La meilleure des preuves, c'est que j'ai pu de nouveau faire mon plein hier. Ça veut dire que il y a c'est finalement des épiphénomènes qui sous-tendent peut-être des choses plus graves. Non, mais ce qui s'est passé dans les guerres finales n'était pas le chaos. Mais par contre, ce qui s'est passé dans les stations-service en région parisienne, c'était le chaos. C'est-à-dire que des gens qui se mettent sur la gueule et qui se crachent dessus dans les stations-service parce qu'ils ne peuvent pas prendre d'essence, ça c'est le début du chaos et ça nous donne un échantillon avec 1 ou 2 journées ou 3 journées, comment une situation sociale de gens totalement civilisés devienne une société de gens totalement agressifs, quoi. Oui, mais est-ce que c'est vraiment nouveau ça? Est-ce que c'est lié à notre civilisation actuelle? Je ne pense pas. Quand quelques employés du métro bloquent la situation, ou de la SNCF bloquent la situation, c'est pareil. Les gens deviennent agressifs. Ce n'est pas une nouveauté de notre âge. Ah non, la seule nouveauté, c'est que on rentre dans une époque où on voit bien qu'il y a une raréfaction de beaucoup de choses qui va faire qu'il y aura des tensions de plus en plus importantes pour s'approvisionner de choses auxquelles on a l'habitude. L'essence, la nourriture, le loisir, etc. Donc à partir de là, est-ce qu'on va supporter? Alors, je ne conteste pas. Je voulais peut-être mettre un peu de nuance, mais en même temps, c'est l'interrogation. En même temps, je n'ai pas du tout de certitude sur quoi que ce soit, puisqu'en fait, on utilise des mots, et les mots sont, après, supportent un imaginaire que chacun a de personnel. Le mot chaos, pour moi, est très excessif, parce que finalement, on a encore des systèmes qui s'autorégulent. La meilleure des preuves, c'est que je pense qu'il y a 70 ans, 80 ans, la guerre en Ukraine aurait fait une guerre mondiale immédiatement. Elle le fera peut-être, mais pour l'instant, elle n'a pas encore fait, en 1 an. Donc je pense qu'on a des mécanismes qui sont des mécanismes régulateurs. Ils ne sont sans doute pas parfaits, ça passe par des fois des problèmes, je veux bien le reconnaître, mais on a une forme de mécanisme régulateur. Et là, les histoires de grève, c'est un peu pareil. Finalement, on va s'en remettre aussi. C'est pas un excès, je suis pas volontairement, j'essaie de prêcher une autre tournure, une autre approche et une autre vue, et qui n'est pas, oui, ben ça fait partie des difficultés. Il y en avait d'autres. Après tout, on a connu, enfin moi j'ai connu, et Patrice aussi, mai 68. On était aussi dans des mots où on a utilisé le mot révolution. Et on s'en est remis aussi, tu vois. Il y a eu des gros changements fondamentaux. J'étais étudiant à l'époque, on a bien vu les changements que ça a apporté à la société. Donc je pense qu'on peut s'en remettre. Évidemment, ça touche des choses qui nous sont évidemment peut-être plus sensibles. Bon, moi je pense que si on avait un chauffage à 16 degrés, on se mettra au chauffage à 16 degrés. Je pense que la capacité humaine à s'adapter aux circonstances est énorme. Voilà. Je pense qu'on vient d'un monde préhistorique où il a fallu s'adapter en permanence. Et je trouve que la capacité humaine et le savoir humain, moi j'ai vraiment confiance, y compris d'ailleurs dans la technologie, à trouver des solutions. On ne trouve pas des solutions pour les batteries dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'on trouvera des solutions. Mais il y a des périodes de flottement parce qu'on ne sait pas où on va et on y va à tâtons. Donc j'ai quand même confiance que le train qui arrive, je ne le vois pas comme ça. Voilà. Je ne le vois pas comme ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'est pas sur des rails, c'est pas si sûr. Il y a des aiguillages et il pourra peut-être ou il pourra peut-être pas effectivement nous embarquer. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'on s'adaptera, mais ce que je crois, c'est que quand un phénomène chaotique arrive, il y a quand même des réactions de la masse qui sont des réactions qui ne sont pas forcément celles qui sont idéales, quoi. On s'est fâché avec des amis pour la Covid. C'est-à-dire que c'était la première fois, comme si c'était une religion, finalement, plus encore dans les familles que si c'était une religion, l'histoire de la discussion autour du vaccin sur la Covid a créé des clans dont on a vécu les conséquences. Hein, on s'est vraiment... d'abord, on a réglé le problème en disant, surtout on n'en parle pas, parce que c'est pire que de ne pas croire en Dieu ou d'y croire. Ce qui est fou, parce que c'était quand même un phénomène de société, somme toute assez technique, et somme toute assez anodin. On pouvait en mourir, certes, mais en même temps, il y avait moins de risque d'en mourir en prenant un vaccin que de ne pas en prendre. Donc on a vu quand même qu'on en est sorti. On a régulé ça maintenant. Voilà, on a 4 vaccins. Finalement, quand même, l'État, alors c'est sans doute la société, mais l'État, parce qu'après tout, l'État c'est l'émanation de la société, a réglé le problème. Voilà. Donc je me dis, la société a quand même de la possibilité, c'est là où je dis le mot chaos ne me semble pas adapté. Bon, ça c'était le premier élément. Puis le deuxième élément, il a de l'intérêt le mot chaos. Parce qu'il y a un intérêt, parce que si tu n'avais pas utilisé ce mot, on n'en parlerait même pas. Tu vois, il n'y a même pas de discussion. Ce qui veut dire que c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'évidemment, demain, il ne pourrait pas y avoir un soulèvement
populaire. Tu vois, on a vu les gilets jaunes, donc on voit la version noire des gilets jaunes, et les mecs, on se tire dessus, c'est guerre civile. Tu vois, donc on peut imaginer ça. On peut imaginer des scénarios, il y en a plein sur Netflix, des scénarios dystopiques, tu vois, où vraiment tu as des trucs pas possibles. Donc c'est intéressant de se poser la question, parce que les choses sont possibles. Dans un film, on n'aurait même pas imaginé la pandémie. Tu vois. Bon. Donc je reconnais que le mot chaos est intéressant, mais il est intéressant comme punchline peut-être, et pas comme une analyse, personnellement, pas comme une analyse scientifique de ce qui se passe. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Puis par rapport à la mission, bah moi je trouve intéressant ce que dit Patrice. Mon père m'a donné, par exemple, pour prendre ce cas particulier, ils nous ont donné un élément, un cadre. Voilà. Après, on s'est débrouillé. Bon. Nous, on a peut-être voulu aller trop, par rapport à ce que tu écris, ce que j'ai trouvé très intéressant. On a voulu aller trop, leur préparer leur cadre, peut-être, tu vois. Mais en fait, mes enfants, je prends mon exemple, mes enfants, ils sont vraiment... Ma fille a voulu faire de la biolo, elle est partie en musique. Ils ont fait ce qui leur a plu. Mon autre fille a voulu faire de la communication, elle a fait de la communication. Moi, si j'avais dû les pousser, et là, je ne rejoins pas du tout ce que dit Patrice, qui ne vient pas du monde des affaires. Moi, si je devais actuellement dire à des enfants, mais les forcer, à la chinoise, si tu veux, ben, soyez leader dans votre business, voilà, dans votre business, dans vos études, voyez, soyez brillantissimes, faites des écoles d'ingénieurs et de management, vous vous retrouvez à la traite des entreprises, et dans tous les cas, vous serez à l'abri de plein de choses. Parce que quand vous parlez de gens qui ne sont pas à l'abri, c'est des plus démunis. Ceux qui ont le fric, ils se débrouilleront toujours pour trouver un moyen pour se chauffer, hein, ou pour bouffer. Alors c'est là où moi j'ai pas cette lecture. J'ai pas cette lecture, c'est que je pense que dans une période chaotique, le chaos touche indifféremment les pauvres et les riches sous certaines formes. C'est-à-dire quelque part la personne qui est très riche et qui a beaucoup de moyens va se sentir encore plus blessée de devoir descendre de certains d'étages que la personne qui a l'habitude de se serrer la ceinture, quoi. Donc ce que je pense, c'est que la sensation de chaos risque d'être encore plus violente chez le riche que chez le pauvre, même si le pauvre est plus à plaindre objectivement, hein, en termes de fonctionnement. Parce que quelque part, je pense qu'on n'est pas devant quelque chose sur lequel on peut s'acheter le fait de pouvoir... Alors bien sûr, il y a des gens qui sont en train de rêver à s'acheter une résidence sur la Lune, quoi, hein, avec Elon Musk, hein, et ses conneries, quoi, donc on peut tout à fait aller habiter là-bas, comme ça ira mieux, quoi. Mais quelque part, ceux qui restent sur Terre, ils vont s'exposer au même problème, quoi, au même problème climatique. Si l'orage il tombera chez toi comme chez moi, que tu sois riche ou pauvre. Ça revient de la même manière. Donc là, je pense que justement, il va y avoir une indifférenciation en termes de pauvreté et de richesse par rapport à cette logique de chaos. Le seul problème, c'est d'arriver à dire, et c'est la question qui se pose à nous tous, quoi, notamment à nous trois, c'est quelle hypothèse on fait sur le devenir de nos sociétés. Est-ce qu'on fait l'hypothèse que pour la première fois depuis le début de l'humanité, notre civilisation va s'arrêter, s'améliorer et donc devenir une bonne civilisation? Ou est-ce que comme toutes les autres fois dans la société, dans toutes les civilisations, cette civilisation va s'effondrer et laisser la place à une autre qui sera vraisemblablement meilleure? Or, on est bien obligé d'avoir des hypothèses aujourd'hui. Or, force est de constater que les événements nous amènent à dire la linéarité, c'est pas exactement ce qui s'annonce devant nous, quoi. Les choses vont pas continuer à l'état. À aller, entre guillemets, à augmenter nos revenus, à augmenter nos consommations, etc. Non, ça va. Ça, c'est un peu fini, quoi. Et si je te demande à toi, Frédéric, est-ce qu'une part de toi, il n'y a pas une part de toi qui espère en fait dans ce chaos comme étant le grand, la grande machine à laver pour refaire tout le monde, le faire disparaître, effacer un peu ce monde insatisfaisant pour laisser entrevoir la possibilité de construire autre chose? Moi, ce que je perçois, c'est que de tout temps, une civilisation ou un bout de civilisation, comme une vie, a un début, une fin, à un moment, une apogée, et puis un moment de déclin, etc. Avant, les sociétés étaient, je dirais, étaient rythmées par des événements qui s'appelaient des guerres, qui faisaient qu'on repartait de la page blanche, hein, après une guerre, et quand on repartait après la page blanche, ben, il y avait des années absolument incroyables qui se produisaient, tout redémarrait, les gens mettaient une énergie absolument extraordinaire, etc. On a été heureusement protégés de ces guerres, heureusement, mais quelque part, on ne va pas avoir une guerre, mais on va avoir quelque chose qui ressemble à ça, quoi, qui ressemble à
à un moment où il faut purger, quoi. Parce que quelque part, c'est pas faute de dire, mais il y a quand même plein de choses qui fonctionnent pas et on a accumulé quand même un certain nombre d'erreurs, quoi. Avoir détruit 60 à 70%, 80% de certaines catégories de vie sur la planète, faut quand même être doué, quoi, en termes de fonctionnement. Donc ça, on l'a fait. Donc il va bien falloir à un moment qu'on purge, quoi, ce truc-là. Et là, je crois que il faut. Je considère pas que c'est. Je considère que le chaos, c'est un mal nécessaire. Voilà, c'est ça que je dirais. Voilà. C'est un mal nécessaire. Voilà. Et pour Jean-Louis, je pense que c'est plus un mal que nécessaire. Oui, moi je pense que c'est plutôt un mal que nécessaire, oui, bien sûr. Bien sûr. Pour donner un exemple, aujourd'hui, si je vis dans une démocratie, qu'on sache, comme on sait actuellement, par exemple, qu'il va falloir diminuer notre consommation d'énergie de 80%. On sait qu'à peu près, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'il faudrait pour que ça arrive à fonctionner. Est-ce que je suis capable de proposer ça dans une démocratie? Bien sûr que non. On n'est pas capable de proposer une décroissance de 80% de nos moyens, quoi. Donc, quelque part, on voit bien qu'aujourd'hui, quand je parle de mal nécessaire, c'est de dire que les voies par la raison, les voies par le dialogue, les voies par la démocratie sont absolument impossibles. Dès qu'on commence à vouloir faire un truc, on dit non, 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 attendez 2 secondes, non, et mon niveau de vie, etc., il faut augmenter, etc. Et que le populisme, par exemple, c'est l'ennemi même de toute évolution intelligente d'une société, puisque le populisme, il consiste à s'ancrer dans ce qu'on a déjà, plutôt que d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça continue à fonctionner. Donc à partir de là, le chaos, lui au moins il règle les problèmes, on ne discute pas, on fait, puis c'est face aux événements qu'on invente et qu'on voit que c'est possible. Mais par contre, on ne discute pas, quoi. On ne mentalise pas avant, quoi. Le populisme, c'est plutôt s'ancrer dans ce que l'on n'a pas et que l'on rêverait d'avoir. Oui, oui, et puis surtout qu'on rend responsable les autres de t'avoir enlevé, quoi. Donc quelque part, donc c'est l'école de la haine, quoi. Hein. Mais par contre, c'est le populisme qui fait qu'aujourd'hui, il peut créer un certain immobilisme et un certain blocage de nos sociétés, quoi. Alors que face à l'adversité, une fois que l'orage est tombé et qu'il a détruit les maisons, on peut accuser personne d'avoir détruit la maison, c'est l'orage. Donc quelque part, on ne va pas lui faire un procès, quoi. Donc on va la reconstruire, quoi. Et je crois que la force majeure est plus puissante que la raison aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, ça l'a toujours été, et il y a peu de chances que ça change, quoi. Le chaos, c'est la force majeure. Bon. Et maintenant, par rapport à notre environnement, par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, que faisons-nous? Alors moi, ma première réflexion, c'est que je trouve que c'est quand même assez prétentieux, même si j'ai pratiqué, c'est très prétentieux de pouvoir dire j'ai une influence sur le cours des choses. Moi, je pense que j'aurais peut-être pu avoir à un moment, il lui fallu sans doute faire peut-être une carrière politique, mais c'est très compliqué. Et puis en plus, même quand on fait une carrière politique, en fait, on a très peu de moyens en réalité. Faut bien se rendre compte de ça. Donc c'est très prétentieux. Je trouve que c'est même très prétentieux de dire on va être capable de régénérer la planète. Moi, je pense que la planète, elle se régénérera après tout toute seule. Alors, il faut peut-être arrêter de faire les cons et puis de tout massacrer. Donc maintenant, ma femme protège les araignées dans la maison, ne les tue pas, et j'ai pas le droit de tuer les araignées. Bon, c'est une image, mais en même temps, j'ai conscience que mes petits-enfants ont perçu cette différence. Ça veut dire qu'à titre personnel, est-ce que je peux avoir une influence? Alors moi, je suis dans une logique que j'ai toujours gardée depuis que je vous connais, là, qui était la logique altruiste. Ce mot a vraiment beaucoup d'importance pour moi, parce que je pense que le profil de mon profil, je pensais que tout le monde était altruiste. Moi, je pensais que ça faisait partie d'un profil généralisé, que par essence même, l'homme était altruiste, c'est-à-dire au service de la collectivité et des autres. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas, jusqu'ici, on n'avait pas tellement rendu compte dans l'entreprise. Parce que dans le milieu de l'entreprise, c'est pas cette logique qui prédomine. Voilà. On n'est pas dans cette logique. J'ai un peu découvert ça avec vous, dans la réflexion, et que ça alimente bien ma vie. C'est-à-dire que où je peux être utile, au service plutôt de jeunes que des vieux, parce que les vieux, ils me rasent vraiment. Donc plutôt au service des jeunes. Je trouve de l'exotisme à le faire avec des gens qui sont étrangers, parce qu'en même temps, je veux aborder un autre sujet qui est, on dit, le chaos
de la civilisation. Mais de quelle civilisation on veut parler? Est-ce que, Frédéric, toi qui as voyagé pas mal aussi, puis qui connais aussi en particulier l'Inde, qui est un peu un élément phare de nos réflexions et puis de nos actions, est-ce que tu crois qu'on peut faire des comparaisons entre l'Inde et la France, quoi? Moi, je crois que non. C'est très difficile d'aller amalgamer. Des gens qui veulent consommer, alors en Inde, même s'il y a avec ces 3 millions, au moins, ou 4 millions de pauvres, il y a des inégalités énormes, mais est-ce qu'on peut dire, ils ont les mêmes problématiques que nous, eux, ils veulent consommer, ils veulent se développer, y compris comme nous on a été, ils rêvent de ça. Vouloir remettre en cause leur modèle à eux, ben, ils vont te dire, allez vous faire foutre, hein, franchement. Donc, c'est quand même le même modèle avec, c'est le même modèle. 20 ans d'écart. Hein. Alors, c'est le même modèle, je suis d'accord, mais en même temps, le chaos qu'on évoque, nous, c'est maintenant. Donc je ne sais pas, c'est juste des interrogations, hein, j'affirme rien du tout, parce que d'abord je ne suis pas compétent pour le faire, mais je veux dire quand même, les amalgames là-dessus, on ne peut pas dire la même chose quand on est français, par exemple par rapport au système de santé, que quand on est anglais ou quand on est américain. Alors, pour répondre totalement à ta question, bah moi ça me satisfait assez bien d'être altruiste, voilà. Je regrette de ne pas le faire de manière collective, c'est-à-dire d'avoir des groupes, clubs d'altruistes, où on s'entraînerait tous à aller faire des trucs, et on partagerait, on dirait, tiens, voilà, tu as réussi dans ce domaine, moi je me suis planté. Voilà, je regrette de ne pas le faire de manière organisée et collective, c'est ça. Donc je peux me sentir un peu seul, mais finalement par rapport à faire fructifier ce que, pour reprendre un mot qui est un mot de mon éducation religieuse, fais fructifier ce qu'on t'a donné, j'estime actuellement que je fais fructifier ce qu'on m'a donné. Voilà, mon intelligence, enfin j'espère un peu d'intelligence, ce que j'ai vécu et tout ça, et j'essaie d'en faire profiter les autres. Et ça me satisfait plutôt bien. Et toi, Frédéric? Moi, là où je rejoins Jean-Louis, c'est que je crois qu'il faut arrêter de vouloir sauver les autres, quoi. Ça, je crois que c'est une illusion d'optique qu'on peut tous avoir, mais quelque part qui est un peu prétentieuse, quoi. Ce que je crois, c'est que la meilleure façon de sauver les autres, c'est de se sauver soi-même, quoi. Donc ce que je crois, c'est on est tous confrontés à une démarche personnelle d'évolution importante pour arriver je dirais, à monter en résilience, quoi. De toute façon, à dire, voilà, ce qui arrive, je le prends comme ça vient et ça pose aucun problème, quoi. À partir de là, ça se diffuse comme ça peut, à une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais quelque part, c'est pas. Je crois qu'il faut pas espérer, surtout dans la confusion dans laquelle on est, on va, que les systèmes puissent se répandre par magie avec des recettes à droite et à gauche. Donc je crois que on est tous confrontés à une démarche d'évolution personnelle très importante et très rapide aujourd'hui, quoi. Moi le premier, quoi. Ça, c'est un grand changement quand même dans Ah oui, dans ta tête. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que quelque part, les étapes précédentes étaient des étapes d'utopie dans lesquelles on rêvait de choses différentes. Là, ça, c'est une étape de réalisme et de dire je vais me confronter à un problème et j'ai intérêt à mettre toute l'énergie face à ce problème parce que je ne peux pas gaspiller l'énergie inutilement dans des démarches stériles, quoi. C'est sûr. Oui, mais c'est un grand deuil. C'est une forme de deuil, en tout cas, ça c'est clair. C'est un grand deuil. Mais le deuil de l'utopie, le deuil du fait d'avoir des utopies, c'est un super deuil, hein, quand même. Hein. Bah oui. Pour une génération comme la nôtre qui a vécu d'utopie en utopie, parce qu'on peut dire que des utopies, on en a eu quand même à foison, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez encore beaucoup d'utopies, mais alors, disons, c'est difficile d'en articuler une. Le fait d'être en deuil de la notion d'utopie, c'est un truc terrible. C'est-à-dire, quelque part, comment on fait pour se projeter, comment on fait pour se redonner de la niaque, comment on fait pour y croire, quoi. C'est pas simple. C'est pas simple. Vivre sans utopie. Pas évident, quoi. Alors, quelque part, est-ce qu'on est bien sûr, aujourd'hui, si on y réfléchit honnêtement, est-ce qu'on pense qu'au cœur de la vie de nos enfants, ils ont des utopies? Est-ce qu'ils ont encore les moyens d'avoir des utopies compte tenu de l'environnement dans lequel on est? Et franchement, je ne suis pas si sûr que ça, qu'ils puissent avoir des utopies, que physiquement ce soit possible d'avoir des utopies aujourd'hui, quoi. Or, vivre sans utopie, reconnaissez-le, c'est pas simple, hein, puisqu'on a connu avant et après. Hein, donc, Concluons provisoirement notre échange par cette question de Frédéric. Comment allons-nous faire pour nous projeter dans de nouvelles utopies,
des territoires heureux non encore explorés. Je remercie vivement Jean-Louis Lavergne et Frédéric Soussin d'avoir accepté de participer à cet échange et invite les auditeurs de ce podcast à le prolonger en écrivant sur mon mail patricemarcade@c-adire.net. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a intéressé, faites-le savoir autour de vous. Abonnez-vous, gardons le contact et continuons à réfléchir ensemble.